chers amis courageux, pour ceux qui sont présents ici ou même par Zoom, puisque au fur et à mesure que l'année va vers son terme estival, eh bien, le public se fait de plus en plus clairsemé, à moins que ce ne soit notre propos qui le dissuade. J'espère que c'est pas ça. J'espère que c'est pas ça. C'est un peu la fin de l'année. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui? Non? Comme ça va? Comme ça va. Bon, alors, ce soir, je vais reprendre le commentaire de 3 leçons, puisque nous procédons comme ça depuis le début. On prend les leçons par 3, c'est un peu arbitraire. Il se trouve que ça ne tombe jamais tout à fait à côté, puisque le propos de Melman est quand même très orienté par quelques questions principales. Je vais y revenir dans un instant. Donc, quel que soit le moment où on décide de faire passer la coupure de ce qu'on va prendre comme objet d'étude, on tombe à peu près juste. Mais cela dit, je proposerai à Omar et Céline pour la suite, puisque nous aurons plus de temps, nous allons continuer ce séminaire l'année prochaine, parce qu'il est vraiment très important. Il est très remarquable, ce séminaire d'introduction contemporaine à la psychanalyse. Et j'en parlerai bien sûr avec mes collègues, mais je pense que nous pourrons peut-être procéder cette fois-ci leçon par leçon, ce qui sera beaucoup plus, beaucoup plus posé et peut-être facile pour, non pas facile en soi, mais facile au moins dans l'accès pour un commentaire raisonné et attentif. Voilà, mais aujourd'hui encore, donc, je vais me conformer à cette coutume que nous avons adoptée de commenter 3 par 3. Alors, j'espère que vous avez pu lire ces leçons. Je vais les reprendre sans vous faire un résumé, mais en tentant de vous dégager et d'évoquer le fil qui anime la réflexion de Charles Melman, et en faisant ressortir quelques remarques latérales qu'il nous donne, parce qu'il y a son fil qui est très précis, et puis ça lui donne l'occasion de temps en temps de faire des remarques, des à-côtés qui sont liées au fil, bien sûr, mais qui sont aussi un petit peu latérales et qui sont souvent très intéressantes. D'une manière qui vaut pour les 3 leçons, nous pouvons dire que, et ça vaut pour tout le séminaire sur cette introduction à la psychanalyse, nous pouvons dire que ce qui fait la question de Melman, c'est comment. Alors il y en a 2. Il y en a une que j'ai déjà eu l'occasion de dire, c'est comment être élève de Lacan sans être idiot, c'est-à-dire effacé par la révérence que l'on vouerait au un des signifiants ou de l'énonciation de Lacan, par rapport à laquelle on se situerait comme une sorte de... Il y a quand même toute une façon de faire avec Lacan qui obéit à cette sorte de prescription mortifère, de se comporter par rapport au dire de Lacan comme si c'était des énoncés qu'il faudrait scrupuleusement respecter comme ça, sans se permettre de marge de manœuvre par rapport à eux. C'est pas du tout le cas de Melman. Melman, et ça, je crois que
c'est une originalité très, très importante de son enseignement. Melman s'attache très respectueusement à l'énonciation de Lacan, et il ne craint pas non plus de l'interroger, mais de l'interroger d'une manière féconde, comme exactement d'ailleurs je vais interroger l'énonciation de Melman ce soir, c'est-à-dire en faisant crédit à celui qui parle, lui faire crédit de l'articulation de son propos. Et donc, au lieu de vouloir tout de suite faire valoir une différence ou un défaut, une critique, eh bien, on essaye d'entendre déjà ce qu'il souhaite dire. Et c'est comme ça que Melman procède avec Lacan. Et c'est comme ça que je vais procéder, à ma modeste mesure, dans mon commentaire de Melman ce soir. Et donc, le fil qui court à travers tout ce séminaire, et d'une manière tout à fait sensible dans les 3 leçons dont nous nous occupons ce soir, c'est comment nous déprendre de la dimension du sens et du prestige du sens dans notre abord du réel auquel nous avons affaire, comment nous en déprendre pour pouvoir faire valoir la dimension de la lettre. Vous y êtes, Patricia? Comment donc nous déprendre de ce prestige du sens pour pouvoir entendre ce qui fait pour Melman l'originalité absolue de l'enseignement de Lacan, c'est-à-dire une référence à ce qui dépend de la physiologie du langage, pour reprendre une expression chère à Melman, ce qui dépend de la physiologie du langage, c'est-à-dire ce qui nous épargne, ce qui peut nous épargner, si nous y sommes attentifs, de venir remplacer par du sens et par du un, parce que les deux sont très liés, ça peut nous épargner donc de venir combler en quelque sorte avec du sens et avec du un, ce qui peut se donner à entendre pour nous, ce qui peut se donner à déchiffrer à partir simplement du repérage de la structure. Ça, c'est quelque chose de très important dans ce séminaire pour Melman et notamment dans le fil de ces 3 leçons. Alors ça va très loin parce que, en fait, j'aurai l'occasion de vous le souligner plusieurs fois là ce soir, en fait Freud, il est très souvent quand même prisonnier de cette dimension du sens. Et à travers cette dimension du sens, il essaye de rendre compte de ce qui ne se prête pas justement au sens. C'est-à-dire, par exemple, la dimension littérale, ou la dimension de l'objet, ou la dimension des formations de l'inconscient. Freud le sait très bien, que ça n'est pas immédiatement homogène au sens. Et pourtant, il ne peut pas, Freud, il ne peut pas ne pas prendre appui sur cette dimension du sens pour essayer de faire entendre de quoi il s'agit avec l'inconscient auprès d'un public qui est le public en général, c'est-à-dire de gens, j'allais dire comme vous et moi, sauf que vous et moi sommes censés être un petit peu introduits à la psychanalyse, ce qui n'était pas le cas du public auquel Freud s'adressait souvent. Pour leur faire entendre de quoi il s'agit, il fallait qu'ils composent avec la dimension du sens. C'est ainsi, par exemple, que vous avez dans l'introduction à la psychanalyse de Freud, vous avez par exemple un chapitre qui s'intitule tout simplement « Le sens des symptômes ». Alors que ce que va nous évoquer Melman
dans ses leçons, c'est que justement, on ne peut pas aborder les symptômes en termes de sens, sauf à verser dans quelque chose qui serait de l'ordre d'un forçage que d'ailleurs Freud dénonçait lui-même. C'est-à-dire que Freud, dans les cas qu'il nous a livrés dans les dans les 4 psychanalyses dont il nous a rendu compte, Freud témoigne d'une manière assez étonnante souvent du caractère contradictoire ou contrarié de sa démarche, puisque d'un côté, il va proposer aux patients, à Dora par exemple, il va proposer du sens, et puis d'un autre côté, il va reconnaître que plus il propose du sens, moins il convainc son patient ou sa patiente, et plus s'organise en quelque sorte une opposition, une résistance, quelque chose qui vient s'opposer à cette assignation de sens. Donc Freud était conscient, mais il ne pouvait pas, pour différentes raisons, également parce qu'il était, évidemment, il travaillait avec des concepts, il n'avait pas à sa disposition la structure du langage tel que pouvait lui fournir les avancées de la linguistique de Saussure à son époque. Mais il ne connaissait pas Saussure. Et donc, il était obligé de procéder conceptuellement. Et il allait toujours, Freud, à la limite du concept, bien sûr. Et il a essayé aussi de procéder d'une manière topologique ou en s'appuyant sur des écritures aussi. Bien sûr, il ne pouvait pas faire autrement parce que la dimension le registre de l'inconscient n'est pas homogène au registre du sens. Non seulement il ne lui est pas homogène, mais il lui est réfractaire. Alors, donc, dans ces 3 leçons, nous voyons opérer, par des chemins différents, nous voyons mêlement accentuer cette distinction entre un appui pris sur le sens et un appui pris sur la dimension de l'attention portée à la lettre, c'est-à-dire à ce qui nous vient de messages depuis l'inconscient. À un moment donné, je crois que c'est dans la leçon, la deuxième des 3 leçons, Melman souligne, c'est très intéressant, c'est très très juste, il souligne que l'inconscient n'a pas de voix. L'inconscient ne parle pas. L'inconscient envoie des messages. Et ces messages sont à déchiffrer. Alors la première leçon, elle a été intitulée par les collègues qui ont édité le texte, « Le sexe et la mort ». Le sexe et la mort, c'est-à-dire ce qui vient s'articuler, deux éléments fondamentaux qui viennent s'articuler au référent phallique, puisque le référent phallique est emblématique du sexe, donc de ce qui est censé porter la vie, mais également, comme va le préciser Melman dans cette leçon, je vais m'y attarder un peu, ce référent phallique est également criminogène, dit-il. Et il va montrer ce caractère de criminogénie de 3 manières différentes. Mais alors Melman va partir, dans cette leçon, va partir tout de suite d'une question extrêmement importante chez Freud et en psychanalyse, la question de l'identification première au père. Cette identification dont vous vous souvenez que Freud dit qu'elle est primordiale. Elle est première, et cela pour le garçon comme pour la fille, pour le petit humain, pour le par-l'être, nous dirions. Eh bien, Freud pose qu'il y a cette identification première. Et ça pose question, évidemment. Enfin, ça pose question, c'est-à-dire c'est pas limpide. Alors, ici,
tout de suite, Melman met en relation la question de cette identification première avec le séminaire que Lacan n'a pas prononcé et qu'il avait l'intention de prononcer sur les noms du Père. Et là, alors donc, tout de suite, il évoque le nom du Père, et il va faire une remarque incidente que j'évoque parce qu'elle me paraît importante, et c'est dommage qu'il ne la développe pas ici, mais il fait la remarque incidente que cet isolement par l'enfant du référent phallique et la façon dont l'enfant va prendre ce référent phallique comme un trait qui va étayer son identité, mêlement à cette remarque qui nous intéresse beaucoup, mais qui n'est pas tellement développée, il dit le problème n'est pas aussi simple pour le garçon et pour la petite fille. Et il va dire, il y a un paragraphe, que le problème pour la petite fille se complexifie, puisque, rappelle-t-il, elle peut avoir le sentiment que, une fois qu'elle a fait comme son petit camarade et qu'elle est venue se placer sous ce signifiant, enfin sous ce trait phallique, paternel, eh bien, elle peut très légitimement avoir le sentiment qu'elle est lâchée en cours de route et qu'elle va être considérée comme n'étant pas du tout une représentante légitime de ce trait. Et ça, c'est vrai cliniquement. C'est vrai, c'est difficile à entendre aujourd'hui, c'est très difficile à entendre aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il y aurait une espèce de... Enfin, il y a une espèce, nous le constatons dans la clinique contemporaine et dans la société contemporaine, il y a une espèce de revendication qui n'est jamais donnée comme telle, mais qu'on perçoit très bien à l'œuvre, une revendication pour tous et toutes d'être articulés à ce trait dont on fait le trait de l'identité individuelle. C'est-à-dire que le référent phallique paternel est méconnu, en quelque sorte, dans la clinique contemporaine, en une sorte de possibilité pour chacun et chacune de s'autoriser d'un trait identitaire, individuel, qui en réalité ne peut pas venir d'ailleurs que de cette référence paternelle. Mais c'est dénié comme tel, c'est dénié, c'est récusé, c'est refusé, oui, dans la clinique contemporaine, dans la manière contemporaine de situer les choses. Tous ces sujets, ces jeunes sujets souvent, qui sont vent debout contre le patriarcat et contre toute forme de discrimination, en réalité, ils s'autorisent du signifiant paternel et ils revendiquent le droit de s'en autoriser tous exactement au même titre, sauf qu'ils méconnaissent qu'il s'agit du signifiant paternel. Et c'est sans doute aussi pourquoi nous avons affaire à une telle accentuation d'un rejet du patriarcat. C'est pas du tout parce que le père ne serait pas en jeu dans cette affaire. Au contraire, il est en plein en jeu. Mais c'est, je crois, probablement, enfin en m'éclairant de ce que dit Melman, hein, c'est pas exactement ce qu'il dit, mais je m'en inspire là. Si ce patriarcat est si violemment accusé, et contré et dénoncé aujourd'hui, c'est pas du tout parce qu'il représente le père, c'est d'une certaine façon parce que le père n'a pas fait en sorte que tout le monde soit égaux, tout le monde soit égal en quelque sorte par rapport à ce trait. C'est ça qu'on lui reproche. Il n'a pas été assez puissant. D'ailleurs, à un moment donné, dans ces 3 leçons, Melman dira que ce qu'on reproche au père, c'est dans la 3e. Là, dans la première des 3 leçons, il évoque le nom du père, et dans la 3e de ces 3 leçons, il va revenir sur le père, en disant que son premier défaut,
c'est qu'il n'arrive pas, ce père, à constituer un universel. Et c'est bien ce qu'on lui reproche aujourd'hui, je crois. Ce qu'on lui reproche, mais sans savoir que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. On lui reproche d'être violent, on lui reproche d'être injuste, etc. Mais en réalité, ce qu'on lui reproche, c'est ça, de ne pas arriver à constituer un ensemble universel des par-lettres qui seraient tous articulés à ce trait phallique. Bon. Alors, la remarque de Melman sur la petite fille qui est lâchée, en quelque sorte, en cours de route et qui va en éprouver de considérables difficultés, c'est une remarque très importante et qui mérite certainement dans notre association, enfin je pense que vous en serez bien d'accord, qui mérite d'être travaillée avec la question de la féminité, parce qu'elle est vraiment capitale. Alors simplement, Melman fait juste cette remarque incidente, et il dit « Mais laissons cette complexification et restons à ce cas premier de l'identification au référent phallique en tant que l'enfant l'a repéré chez le père. » Donc il mentionne la difficulté du côté de la petite fille, mais il suit ensuite, il revient à son propos et il continue dans une voie différente. Alors, ce signifiant phallique, Melman l'articule au père. Enfin plutôt, la première identification paternelle, Melman l'articule au signifiant phallique, et il va l'articuler au père mort. Il va nous donner là quelques éléments sur ce fameux père mort. Qu'est-ce qu'on entend par là? Et il y reviendra aussi dans la troisième leçon. Le père mort. Le père mort, c'est le père, alors on en arrive tout de suite au mythe freudien de la horde primitive, totem et tabou. Le père mort, c'est le père qui a été tué. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, ça m'a longtemps tourmenté de savoir qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire, ce mythe de Freud. Et en fait, nous pouvons nous appuyer là-dessus sur... bon, ça, c'est pas Melman qui le dit, mais c'est ce qui me vient à ce propos. Nous avons dans le séminaire de Lacan sur les psychoses, dans son 3e séminaire public, nous avons je ne sais plus où, vers la fin du séminaire, un très remarquable commentaire de cette question du père mort, où Lacan explique très bien que le mythe du meurtre du père, c'est une façon pour Freud de rendre raison, de rendre compte du fait que ce signifiant père ait pu devenir un signifiant mort, c'est-à-dire un signifiant vide, c'est-à-dire un signifiant purement symbolique. En fait, le meurtre du père, c'est une manière imaginaire, une manière de faire passer dans le sens, de donner un petit peu de sens à la façon dont ce signifiant père est par excellence le signifiant qui va vider, évider le signifiant comme tel. C'est-à-dire, le père, c'est le signifiant par excellence qui se donne comme évidé, c'est-à-dire comme n'ayant pas de sens particulier autre que d'être un pur signifiant, autrement dit, le signifiant d'un vide, d'un manque, d'un trou. Mais pour que ce vidage opère, si je puis dire ça comme ça, d'une façon symbolique, c'est-à-dire que pour que le signifiant père puisse opérer, justement, puisse fonctionner, il faut pouvoir se représenter que ce père ait été, en quelque sorte, neutralisé. Vous voyez. Et la neutralisation du signifiant père, Freud l'imaginarise et la logicise d'une certaine manière en disant voilà, c'est les fils qui l'ont tué. Ce qui n'est pas faux, puisque enfin c'est pas faux sur le plan métaphorique, puisque cette référence au père en tant qu'il est purement symbolique porte avec elle la culpabilité
pour les fils, quels qu'ils soient, de ne pas se réclamer suffisamment explicitement d'un idéal du père. C'est-à-dire de ne pas être fidèle à un père qui serait imaginairement consistant. Vous voyez, dans le fait de se référer au père en tant que père symbolique, que père mort, il y a une très spontanée culpabilité possible de se référer à un manque et non pas de se référer au père idéal dont peut se réclamer le groupe auquel j'appartiens, par exemple, ou dont peut se réclamer ma famille. Vous voyez, il y a là donc dans la simple manière d'assumer le père comme symbole, comme pur symbole, il y a la possible genèse d'une culpabilité qui peut être très, très criminogène, justement. Donc, Melman mentionne cet aspect cet aspect criminogène. Il le mentionne d'abord en référence au père lui-même, c'est-à-dire dans la façon dont le signifiant père, ce signifiant neutralisé, en quelque sorte, engage une culpabilité. Alors elle est évidemment très très imaginarisée dans le mythe freudien, mais ce mythe a toute son importance dans la mesure où il donne, encore une fois, le versant imaginaire d'une vérité structurale. Et cette vérité structurale, c'est comment le signifiant père est justement neutralisé, pour qu'il y ait du langage, tout simplement, sans quoi on ne parle pas. Alors, il va dire, Melman, combien il a pu remarquer que la façon dont, auprès de Lacan lui-même, l'agressivité des fils pouvait se donner libre cours dans le sens de vouloir le tuer, c'est-à-dire dégage pour qu'on soit tranquille. Je passe là-dessus parce que ça n'est pas extrêmement difficile. Mais j'en viens tout de suite à la deuxième. Melman va isoler trois aspects criminogènes de cette instance phallique, de ce trait, de ce un, pourrait-on dire aussi. Trois aspects criminogènes. Le premier vise le père lui-même. Le deuxième, alors ça c'est très intéressant parce que ça a beaucoup de conséquences et en clinique et dans la vie des groupes. Le deuxième, c'est, Melman le dit comme ça, celui qui s'identifie ainsi, donc à ce trait premier, ce trait paternel, ce trait phallique, celui qui s'identifie ainsi, aboutit à quoi, dit Melman? Tout simplement à annuler sa subjectivité. Car l'identification réussie veut qu'elle ne supporte aucune division, que le Fils y soit tout entier. Ça, c'est quand même pas rien de souligner cet aspect très, très ordinaire du rapport du sujet à ce signifiant, à ce un. Parce que il a évidemment des conséquences cliniques considérables. Comment est-ce qu'on peut, par exemple, dans l'analyse, je parle même des sujets en analyse, comment est-ce qu'on peut amener un sujet à s'autoriser de pouvoir articuler une énonciation quand ce sujet est pris dans cette mortification, dans ce masochisme radical qui consiste à s'effacer au profit du père.
on en a des exemples cliniques qui ne sont pas à chercher très loin. Et dans la vie des collectivités, nous savons, enfin c'est tellement classique, mais il est important de le rappeler comme le fait Melman, hein. Nous savons combien dans la vie collective, cet anéantissement du sujet au profit de l'adoration du un paternel conduit à la fois aux pires excès et aux plus banales conséquences, parce que ces pires excès, ils sont monnaie courante dans la vie sociale, et nous en avons enfin, je veux dire, nous avons des exemples historiques tout à fait repérables de sociétés entières qui ont été portées par ce vœu mortifère d'une annulation du sujet, d'un effacement du sujet au profit de la vénération de ce un paternel. Enfin, troisième effet criminogène, dit Melman, de ce un paternel et phallique. Alors là, Melman le souligne d'une façon très, très juste et très précieuse. Troisième effet, donc je le cite, qui n'est pas moins délicat, c'est évidemment la récusation de l'altérité. Récusation de l'altérité. Pourquoi? Eh bien parce que ce un paternel, quand il est comme ça vénéré, adoré, dans l'imaginaire de sa perfection, eh bien on lui suppose le pouvoir de fonder une communauté homogène. Et cette communauté homogène, eh bien sûr, elle va être menacée, elle va être compromise par tout ce qui ne sera pas homo de cette homogène, c'est-à-dire l'étranger. L'étranger sous toutes les figures que vous voulez. Ça peut être celui d'à côté, celui du village voisin, du visage voisin, du village voisin, celui enfin, celui de l'autre côté du mur. Et puis, par excellence, bien sûr, ce qu'une femme représente, puisqu'une femme, elle représente de façon absolument irréfutable quelque chose qui n'entre pas dans l'homogénéisation, quelque effort qu'on fasse. Et on voit bien qu'il y a des cultures qui font des efforts inouïs pour homogénéiser les femmes. Mais on peut y mettre toutes les contentions, toutes les dispositions qu'on veut, on ne peut pas y arriver. Il n'y a qu'à voir, plus on les recouvre et plus elles sont l'objet d'une haine, en tant simplement qu'elles représentent l'altérité par excellence. Alors Melman souligne le caractère quand même très surprenant, très étrange, de constater, dit-il, que nous sommes constitués par, mais nous sommes aussi portés à assumer comme quelque chose de favorable cette référence au signifiant père et au un qu'il représente. Nous estimons que cette façon dont nous l'assumons, ça constitue une norme, et une bonne norme. Nous l'estimons facilement. Et ça, même parmi les analystes, parmi les analystes, parmi les groupes analytiques, on peut remarquer comment certains se considèrent comme représentant justement la norme homogène à ce qui aurait été le sens de l'enseignement du
fondateurs, par exemple, et puis ceux qui s'en distinguent, qui sont donc pas, qui sont donc dans l'altérité, et qu'il s'agit de combattre. Enfin, je veux dire, c'est un fonctionnement que nous observons très, très régulièrement, y compris dans les cercles ou dans les milieux dont on pourrait estimer qu'ils pourraient être un petit peu outillés pour ne pas être trop pris là-dedans. Alors de là, toujours dans cette première leçon, Melman va poser la question qui nous intéresse, c'est-à-dire la question, dit-il, c'est évidemment de savoir ce que l'analyste va trouver comme réponse à la manière d'assumer cette identification. Qu'est-ce qu'il va faire l'analyste? Et là, Melman n'a pas de mal à montrer que cette question a été une question en impasse pour beaucoup d'analystes venant après Freud. Pour Freud lui-même, cette question était difficile. Mais il dit quand même, Freud a tenté une réponse. Et c'est toute, enfin je veux dire, c'est à la hauteur de son génie. C'est vrai qu'il a tenté une réponse presque désespérée, en 1938 ou 39, enfin juste au moment de sa mort. Il a tenté cette réponse avec son Moïse et le monothéisme. C'est-à-dire cette identification dont tu te penses si sûr, en s'adressant aux juifs bien sûr, mais à quiconque, cette identification dont tu te penses si sûr, celle qui te viendrait d'un père autorisé, d'un père dont tu serais l'enfant légitime et qui lui-même serait l'idéal légitime, eh bien tu te trompes du tout au tout, puisque ce père que tu vénères comme ça, c'était un étranger. Il était justement du côté de l'autre. Évidemment, Freud a tenté comme ça de désamorcer cette espèce de férocité bête qui va avec l'identification à cette instance paternelle lorsqu'elle est trop bien assumée par le sujet. Freud a essayé comme ça une réponse, et c'était une tentative extrêmement précieuse. Mais, comme le souligne Melman, bon, il y a eu cet essai de Freud, mais Freud, dit Melman, ne s'en est pas tiré de cette question. Il s'en est pas tiré. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu s'empêcher de laisser quand même la question de la fin de l'analyse un peu en suspens, et la question de comment elle devait se terminer suffisamment non réglée pour que puisse venir dans cette zone d'incertitude les réponses les plus bêtes et les plus imaginaires. Par exemple, à la fin de l'analyse, l'analyste, il n'a rien d'autre à faire qu'à se proposer lui-même comme objet d'identification à son patient, ce qui est quand même un peu court. Et là, Melman dit, c'est quand même absolument sensationnel, c'est le terme qu'il emploie, la façon dont Lacan va tenter, lui, de traiter cette question. Et il va quand même dire, sans arriver à la résoudre, puisque malgré les efforts de Lacan, Melman remarque que l'état, je le cite, l'état qu'a manifesté l'école freudienne après la mort de Lacan a témoigné dans les faits que la question pour ses membres, la question de leur identification, n'était sans doute pas parfaitement résolue. Effectivement, puisque chacun est parti dans sa direction en disant moi, etc. Et c'est reparti pour les sempiternelles revendications de reconnaissance.
mais qui sont toujours très, très actives, hein, dont on ne peut pas s'estimer facilement sorti. Alors, Melman dit, ça tombe bien, on a eu il n'y a pas longtemps une journée consacrée à la topologie. Et il fait remarquer comment la topologie nous permet d'aborder le rapport au langage, le rapport à ce que Lacan va appeler le grand autre. La topologie permet de l'aborder d'une façon qui se passe, qui peut se dispenser du rapport à l'idéal. Et il donne l'exemple, alors il donne plusieurs exemples. Il donne l'exemple de la bande de Möbius, et puis il va donner aussi l'exemple de la bouteille de Klein. Alors je m'en tiendrai à la bande de Möbius, parce que la bouteille de Klein, ça va, la double coupure, enfin ça va tout de suite dans une complexité qui n'est pas absolument facile à déplier dans les limites de notre soirée. Mais pour la bande de Möbius, Melman dit simplement qu'elle permet, d'une façon très simple, hein, vous savez ce que c'est qu'une bande de Möbius, donc elle permet de tout à fait bien concevoir que ce qui se produit sur un côté de la bande puisse se produire également, mais dans un temps différent, ou en même temps, mais d'une manière différente, sur un versant littéral, sur l'autre bord, sur l'autre côté, plutôt, sur l'autre côté, pas sur l'autre bord, puisque c'est le même bord, justement. Donc la bande de Möbius permet tout à fait de sortir de cette représentation imaginaire habituelle qui est la nôtre, hein, le cadre à deux dimensions, avec le haut, le bas, la droite, la gauche, etc., mais de rendre compte d'une structure de langage qui nous produit et qui n'a pas besoin d'autre chose que le support de cette bande de Möbius, par exemple, pour montrer comment nous pouvons être divisés. Ah, merci beaucoup, Omar. Et du coup, si nous articulons, par exemple, cette division subjective à la bande de Möbius, eh bien, nous n'avons pas besoin d'autres soubassements. Merci beaucoup. Nous n'avons pas besoin d'autres soubassements, et notamment, nous n'avons pas besoin de référer notre subjectivité, ou plus exactement notre division subjective, à un idéal qui devrait en soutenir justement ou en pallier la division. Donc, à la fin de cette leçon, Melman va souligner cette remarquable modification, enfin, ce remarquable déplacement plutôt par rapport à Freud que permet l'articulation de Lacan à partir justement de la prise en compte de la structure du langage comme telle, sans avoir besoin d'aller produire à la place de cette structure une idéalisation ou une entité imaginaire qui lui donnerait un sens. C'est quand même très... C'est à la fois salutaire et difficile à faire passer aujourd'hui. C'est très salutaire parce que ça peut soutenir l'analyste dans une position où il ne s'estime pas tenu de faire autre chose que de rendre possible à son analysant l'accès à cette évidence structurale
Ça, c'est une identification. C'est une possibilité identificatoire. Je ne propose rien d'autre à mon patient que la mise en acte de cette structure et le fait qu'il puisse s'en rendre compte. C'est une réponse à la question de l'identification de l'analyste et celle qu'il propose à son patient. Mais cette possibilité, Melman souligne que dans son introduction à la psychanalyse, Freud a une attitude, a une position complètement différente, pour les raisons que j'ai un peu dites tout à l'heure. C'est-à-dire que Freud considère que s'il ne donne pas de la psychanalyse une version qui soit accessible au monde des représentations auquel est habitué son auditoire ou sont habitués ses auditeurs, il ne pourra pas faire passer ce qu'il le souhaite. Et par ailleurs, peut-être, Freud était très probablement lui aussi pris dans cette difficulté avec le sens. Et donc, comme je le rappelais tout à l'heure, il n'hésitera pas, par exemple, à écrire un chapitre de son introduction intitulé « Le sens des symptômes ». Alors que c'est un fourvoiement. Non pas que les symptômes soient complètement indépendants de la dimension du sens, mais on ne peut pas, effectivement, on ne peut pas donner une indication aussi idéale que le sens des symptômes. On ne peut que faire entendre leur possible effet de sens, oui, dans des effets de lecture ou de déchiffrement. Voilà. Donc cette première leçon, elle se termine d'une façon très, très bienvenue, je trouve, sur la référence au grand autre. Et j'y reviendrai tout à l'heure. C'est-à-dire la référence au grand autre, c'est-à-dire le fait que Lacan a permis d'écrire ce grand autre A majuscule et d'en désigner le lieu. Ce qui n'était pas du tout évident avant. Hein. Ça paraît évident maintenant que c'est fait. Et maintenant qu'il l'a fait, ça nous paraît aller de soi. Mais qu'on puisse prendre appui sur cette référence au grand autre, au-delà de l'intersubjectivité, c'est un formidable levier pour permettre justement cette identification de la fin de la cure. Et c'est un levier que Lacan a inventé, a écrit, et qui est étroitement corrélé, j'y reviendrai tout à l'heure peut-être pour finir, étroitement corrélé à l'écriture par Lacan de l'objet petit a. Alors dans la deuxième leçon, Melman va prolonger un aspect de la première, des trois que nous avons comme objet ce soir. Cet aspect, c'est Freud s'étonne que le patient résiste. Il lui arrive à Freud de donner au patient ou à la patiente le sens du symptôme, mais il s'étonne qu'il y ait ce phénomène de la résistance auquel il est régulièrement confronté. Et là, Melman va reprendre un certain nombre d'exemples phénoménologiques de cette résistance et il va dire comment Freud se trouve là encore pris dans la difficulté de son rapport au sens et comment, en réalité, ce que Freud désigne comme une sphère privée comme ça du patient, que le patient ne veut pas livrer, hein, il ne veut pas tout dire. Et Melman va dire, Freud, par rapport à cette question, se comporte d'une manière qui pourrait légitimement rendre le patient un peu paranoïaque. C'est-à-dire, pourquoi vouloir forcer mon aveu
jusqu'aux dernières limites. C'est-à-dire, pourquoi dois-je tout montrer ou tout dire? Et Melman, en s'appuyant sur sa lecture, bien sûr, de Lacan, Melman souligne, mais tout dire, ce n'est pas possible en soi. C'est-à-dire qu'il y a une impossibilité qui limite le tout dire d'une manière structurale. Le tout ne se dit pas. On ne peut que pas tout dire. Du coup, il y a une nécessaire réserve, en quelque sorte, structurale, hein, qui ne tient pas à la volonté du sujet. Il y a une nécessaire réserve structurale qui n'est tout simplement pas réductible. Donc ce que Freud prenait pour la sphère privée du patient, son jardin secret, qu'il fallait à toute force le forcer à avouer, le harcèlement du psychanalyste à l'endroit de son patient, bon, tu vas cracher le morceau, etc. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se présente, en fait. Là encore, quand nous avons l'avantage d'être éclairés par les remarques de Lacan. Il n'y a que Lacan qui peut nous permettre de pratiquer la direction de la cure d'une manière autre que complètement prise dans cette paranoïa du sens. Alors, ce que... Attendez, là, je me perds un petit peu dans mes notes, c'est pas grave, je vais retrouver ça tout de suite. Oui. Oui. Melman va éclairer cette réserve comme ça subjective qui fait que le sujet ne peut pas rendre compte de tout par le dire. Il va l'éclairer justement de la référence à l'objet petit a. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, le sujet, il ne peut pas rencontrer, il ne peut pas dire cet objet petit a. Il ne peut pas. C'est cet objet d'où il parle, c'est ça qui cause sa parole et son désir, mais cela qui cause sa parole et son désir, il ne peut pas l'articuler dans la parole. Sinon, il y aurait une espèce de Melman le dit, comme cet objet, c'est la distance avec cet objet qui permet le désir et qui permet le sujet d'une certaine manière, eh bien, l'existence du sujet serait compromise s'il devait articuler en quelque sorte ce qui est impossible, s'il devait articuler ce rapport à l'objet petit a. Cela dit, ça ne veut pas dire que justement à la fin de l'analyse, au moment où il s'agit de l'identification terminale, il n'y ait pas, et nous travaillons cette question pour le séminaire d'été sur l'acte psychanalytique, ça ne veut pas dire qu'à la fin de l'analyse, il n'y ait pas justement, relativement à cet objet qui cause la parole du sujet, qu'il n'y ait pas quelque chose qui vienne se dénouer comme ça pendant un temps éventuellement bref, mais pendant un temps, quitte à ce que ça se recompose après. Mais enfin, il n'est pas impossible, effectivement, que cette articulation du sujet à l'objet petit a, c'est-à-dire dans le fantasme, cette articulation qui le fait
ordinairement parler et désirer, trouve sa phase résolutive à la fin d'une analyse, quitte à ce que ça se recompose après. Mais alors, alors il y a d'autres, je crois vous avoir évoqué, parce que dans la troisième leçon, qui a été intitulée par nos collègues qui ont édité ce séminaire, le complexe de Moïse, Melman va reprendre ces trois aspects criminogènes du signifiant un ou du signifiant père. Mais j'ajoute quand même un point qui est important, et puis ensuite je conclurai pour laisser la parole à mes collègues et puis à vous-même et à la salle virtuelle s'il y a des questions, des remarques. Dans la troisième leçon, Melman va évoquer quelque chose de très important sous le chapitre du complexe de Moïse. Il va dire, dans nos sociétés modernes, on peut accepter d'être séparé de l'objet, même si, ou d'autant plus, on l'accepte d'autant plus facilement que c'est très facile quand on est séparé de l'objet, c'est-à-dire quand on rencontre la castration, mais c'est assez facile, on peut y consentir relativement facilement parce qu'on peut y parer très facilement par tout un tas de substituts d'objets que le marché met à notre disposition à foison. Donc la séparation d'avec l'objet, c'est quelque chose dont on se remet assez facilement, curieusement, à notre époque. Par contre, dit Melman, que l'on touche à notre narcissisme, alors ça, non. Ça, pas question. Et ça, c'est une remarque clinique extrêmement intéressante et importante. Et Melman aura, alors je ne vais pas développer trop la façon dont il articule cela, mais il va dire une remarque que je trouve très éclairante. Il dit la distinction que fait Freud entre les pulsions sexuelles et les pulsions du moi, qui est une distinction assez opaque. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je me souviens quand j'ai lu Freud pour la première fois, et puis pas seulement pour la première fois, également les autres fois, je me suis souvent demandé, mais c'est quoi cette histoire de pulsion sexuelle et de pulsion du moi? Pulsion sexuelle, on entend assez bien ce que ça peut vouloir dire, mais les pulsions du moi, en quoi est-ce que le moi révèle des pulsions? Alors ce que dit Melman, là, que je trouve très juste, c'est que nous trouvons dans cette opposition à laquelle Freud tenait, nous trouvons au moins l'indice de quelque chose, c'est-à-dire de la très forte, du très fort attachement que le sujet peut révéler d'un côté à ses objets sexuels, mais d'un autre côté à son narcissisme, c'est-à-dire à lui-même en tant qu'objet de jouissance. Et ça, évidemment, ça s'éclaire de manière beaucoup plus simple quand on se réfère à Lacan et à la façon dont il a isolé le stade du miroir et l'image spéculaire comme pôle de jouissance et comme pôle identificatoire. Ça devient assez limpide, cette opposition entre le sexuel et le moi. Et on comprend d'ailleurs d'autant mieux que plus on met l'accent sur le narcissisme de l'image, et plus on se détourne de l'attention portée à l'objet et au désir. Alors, pour terminer, juste une remarque en conclusion, et je suis désolé, je trouve que j'ai été un peu long, mais pour terminer, je voudrais juste vous faire remarquer ceci, c'est que cette façon dont Melman met en regard et en opposition la manière dont Freud était pris dans le sens, et la manière dont, au contraire, avec Lacan, nous arrivons à quelque chose du déchiffrement possible du symptôme, c'est du symptôme et des manifestations de l'inconscient.
nous pouvons, enfin en tout cas je vous propose en manière de conclusion là aujourd'hui, d'évoquer ça en termes très simples. Ça, on peut le dire comme ça. Lacan éclaire Freud. Freud abordait l'inconscient à partir de ce que nous pouvons appeler I de A. C'est-à-dire il abordait le réel de son investigation à partir du sens. Et c'était donc pour lui difficile d'isoler le A de I de A, parce qu'il était d'emblée pris dans toutes les difficultés, dans tous les mirages du sens. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y était pas mal prisonnier. Ce que nous devons à Lacan, c'est une articulation de la clinique à partir de l'écriture de l'objet petit a. Ça, c'est très très fort. Et c'est corrélatif de l'écriture du grand autre. C'est-à-dire que sans l'écriture du grand autre, il n'était pas possible d'isoler l'écriture de l'objet petit a. Et tout ceci participe d'une topologie qui était également là chez Lacan, et qui, vous voyez, nous donne des repères très simples. Il n'y a pas que cela, mais cela me paraît s'appliquer pas mal aux 3 leçons de Melman, là. Des repères très simples, le grand autre, le petit a de l'objet, et le I de A, qui va venir porter l'autre, le petit autre. Ce sont des repères qui rendent compte d'un certain nombre des difficultés que Melman repère ici et évoque à propos de Freud et dans son effort pour faire une introduction à la psychanalyse contemporaine. Voilà, écoutez, merci pour votre attention, je m'arrête là pour laisser la parole aux autres et à vous si vous la souhaitez. Merci Stéphane. Tu souhaites commencer ? Merci Stéphane pour cette présentation. Alors, vous disiez que Melman interroge l'énonciation de Lacan, et je dirais qu'il nous incite aussi, nous, dans la façon dont il présente les choses, à ce que nous posions aussi des questions sur les avancées de Lacan, et sur son enseignement. Il nous y incite aussi, nous. Ces leçons, alors je dirais qu'elles nous mettent au travail du côté du narcissisme, voilà, de partir de ce référent phallique avec toute la question de l'idéal que ça peut générer en nous, cette tendance, cette facilité d'aller du côté de l'idéal, en fait, hein, pour arriver à la question de l'objet petit a. À la fin, je crois, de la leçon 18, Melman dit, mais en fait, on est référé non pas à cet ancêtre illustre, hein, mais à un objet. Hein, c'est pas très glorieux. Bon, il faut quand même traverser tout ça. Une analyse, ça nous permet en général de traverser ce narcissisme-là, de pouvoir le mettre à une juste place. Je pensais un peu à la clinique actuelle avec ces leçons, la question de cette organisation, ce référent phallique criminogène. Il faut quand même l'écrire, ça, quand même, criminogène. Hein, bon, voilà, il faut assumer ça, il faut l'entendre. Et effectivement, les effets sont criminogènes. Actuellement, on reçoit beaucoup de patients qui sont en difficulté, notamment avec cette organisation du côté du référent phallique, je dirais des patients inorganisés. On en reçoit des patients qui n'ont pas pu accéder à cette question-là du référent phallique. Et puis, parallèlement, on voit quand même actuellement des personnes,
je dirais, pas forcément des patients, mais qui sont organisés du côté de l'identitaire. Hein, on est un peu du côté de la réforme phallique, un peu comme ça, en position extrême, inorganisée, ou alors un repli identitaire. Voilà, ce que je disais, c'était un peu mes remarques un peu sur la clinique actuelle. Ce qui m'a beaucoup intéressé aussi dans ces leçons, c'est cette question-là de la paranoïa sociale. Alors, il va y revenir à la leçon 19. Hein. Cette question de la paranoïa sociale, Melman dit à plusieurs reprises que cette société des frères, là, peut se constituer avec cette forme de mise à l'écart. Alors, non seulement de l'étranger, mais effectivement des femmes, comme vous l'avez redit. Hein. Et cette remarque que Melman fait à plusieurs reprises, que ça dispense d'un travail de réflexion. Hein, c'est une facilité intellectuelle. Hein. Il parle même d'individus qui ne sont plus des sujets, hein, parce qu'ils ne sont plus divisés. Ça aussi, c'est quand même assez actuel. On voit fleurir des communautés, hein, quand même. Je trouve, là, en 2025, voilà, la paranoïa sociale. Bon, on peut aussi penser à tous les effets criminogènes liés aussi à ce genre de construction de communautés, même les génocides. Hein. Je pense qu'on est aussi en train de parler de ça dans ces leçons. Il y a quand même quelque chose là qui est dit avec beaucoup de pudeur, mais je pense qu'il y avait aussi... Enfin, moi, j'ai entendu ça. Je pensais, avec ces leçons aussi, à la question de la Seconde Guerre mondiale, plus largement à toute forme de génocide aussi, qui peut découler de cet aspect criminogène. J'ai beaucoup aimé quand vous avez parlé du signifiant évidé. Je pense qu'effectivement, là, c'est intéressant. Enfin, ça m'a fait vraiment réfléchir de le dire comme ça m'a intéressé. Et alors, si vous avez été tourmenté par le père mort, moi j'ai été tourmentée par justement le point que vous avez soulevé sur la question de la construction du garçon et de la fille, effectivement. Hein. Et j'étais tellement tourmentée par ces questions que je suis allée travailler sur les nouvelles études sur l'hystérie de Melman. Donc, il y a longtemps, j'ai travaillé ça. Et en fait, Melman en parle beaucoup de cette question du père et de ce qu'on lui reproche de ne pas pouvoir faire universel. Et les femmes aussi sont prises par cette question d'accueillir ou pas l'altérité pour elles-mêmes, parce que justement, ça vient en confrontation à la question de l'universel. Hein, que le père, voilà, idéalement, hein, le père imaginaire presque, hein, parce que c'est ce que dit Lacan dans l'éthique, le névrosé a affaire au père imaginaire. Enfin, alors, bon, moi je l'ai entendu comme ça, mais c'est quelque chose qui est dépassable, hein, que ce soit par une analyse ou parce que certains parcours de vie peuvent permettre aux femmes voilà, d'allier à la fois la question phallique et de l'altérité, voilà, à leur juste place, tout simplement. Hein, voilà. Voilà. Après, j'ai plein d'autres questions, mais je vais laisser la parole à Omar. Si, quand même une dernière question. Si, quand même. Il y a un point qui... Alors là, j'étais... je crois que c'est à la fin de la leçon 18. Il parle de l'aspect criminogène par accident. Je ne sais pas si vous avez soulevé ce point-là, mais par accident, c'est criminogène par accident. Alors, là, je me suis demandé, mais je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si vous y avez réfléchi ou si ça vous a interpellé. Mais je me suis demandé si c'était nos mythes religieux qui étaient l'accident, en fait. Parce que se référer à un ancêtre mythique, la construction, est-ce qu'elle est particulière parce qu'elle est référée à ce que nous, on a dans nos mythes religieux judéo-chrétiens? Je ne sais pas, je pensais à ça. Est-ce qu'elle... Enfin, le monothéisme en général, hein, parce que, voilà. Bon, c'est une question qui m'a trottée à plusieurs reprises. Je ne trouve pas la réponse de cet accident criminogène. Hein.
Cette référence constitue un accident criminogène. Oui, c'est à la toute fin de la leçon 18. Bon, c'est une question. Moi, je pourrais peut-être prendre appui sur cette remarque que tu fais à la fin, Céline, pour rappeler ce jeu de mots de Lacan dans Littérateur, où il parle de l'Occident. Non pas de l'accident, mais de l'Occident, où il fait entendre oxyre. Voilà. Les Occidentais, exact, Valentin, merci. C'était les Occidentais, où il fait entendre l'oxyre, donc c'est cet autre meurtre. Et bon, je trouvais que, un peu comme tu disais, Stéphane, il y a 3 leçons qui, malgré tout, permettent un tissage. Il y a une espèce de logique, malgré tout, qui nous permet de travailler ou d'aborder, comme tu l'as fait aujourd'hui, la question du père, par exemple, et, voilà, et toutes ses conséquences. Bon, je pourrais résumer peut-être 3 questions que ton exposé qui a abordé tous ces points pouvait me susciter. La première, c'est la question de l'absence du père. L'absence du père qui apparaît comme insupportable. C'est-à-dire, il y a ce meurtre. Tu l'as très bien repris, cette mutation, pourrait-on dire, de vider pour que ce soit insignifiant et qu'il puisse fonctionner, mais qu'en même temps, cette absence est insupportable. Il nous faut un support. Voilà. Il nous faut un support qui rendrait nos vies plus confortables. Et on passe donc ce temps-là à chercher un support et à trouver le premier père, les monothéismes, mais on le trouve dans nos institutions. Et je ne parle pas seulement des institutions psychanalytiques, on le trouve à l'hôpital ou dans tous les endroits où on travaille, il y a ce besoin. Et puis quand on travaille avec des enfants, je pense que vous y êtes sensible, il y a aussi cet appel, je dirais. Et donc ma question pour toi, Stéphane, ou pour qu'on puisse la partager, c'est à quoi nous confronte, pour toi, cette absence du père, cette absence insupportable du père. Une deuxième question, par rapport à la leçon 17, comme tu partais de ce tout dire, dois-je tout dire ? Et évidemment, comme le faisait Céline, il y a dans ces 3 leçons des remarques éminemment actuelles. Il faut nous souvenir aussi que c'est l'année d'écriture de L'homme sans gravité. Hein, c'est leçon de Melman. Et donc L'homme sans gravité est déjà là, pourrait-on dire, et que je pense que nous pouvons, donc plus de 20 ans plus tard, nous poser la question, est-ce qu'on peut tout dire aujourd'hui ? Aujourd'hui, puisque ce n'est plus le renoncement qui est conseillé par notre société, mais au contraire l'accès direct, la jouissance, la saisie, que nous savons imaginaire, incomplète, mais c'est celle-là qui est conseillée. Et là encore, je m'appuie un peu sur la clinique avec des enfants et des adolescents, puisque nous voyons, je dirais de plus en plus, parce qu'effectivement, en 2002, je ne voyais pas les mêmes situations d'enfants ou de familles, ou un peu avant non plus, des familles où effectivement les enfants, et je ne parle même plus du tutoiement généralisé, qui à un moment donné servait un peu de, je sais pas, de support, là encore, de cette dissymétrie, mais aujourd'hui, on reçoit des enfants qui racontent, eux, les fausses couches de maman ou les coucheries, pour le dire comme ça, des parents par le menu. Parce qu'ils ont le code des téléphones, les messages, etc. Et je pense que c'est la même chose, parce que maintenant, c'est vraiment généralisé. Nous avons là sur l'écran des collègues au Brésil, en Irlande, en Bretagne, à Paris, etc., qui doivent connaître les mêmes mutations cliniques. Et donc, effectivement, ce tout dire aujourd'hui, est-ce que c'est le même
hein, et je poserai la question plutôt, quelles sont les conséquences pour les cures actuelles, aujourd'hui? Et une dernière, mais qui est plus une remarque qu'une question, c'est la question du complexe de Moïse. Je ne sais pas si tu as fait exprès, mais tu as fait un peu ce que Melman, c'était pas un reproche, mais il fait la remarque de dire le texte de Freud, l'homme Moïse, il dit, et mon complexe de Moïse n'ont pas reçu un accueil comme ça, très, très approfondi. Et c'est la leçon, peut-être que tu as le moins abordé aussi ce soir. Je me disais, tiens, c'est une répétition de cette opération, d'une opération qui est quand même intéressante, puisque ce complexe de Moïse, chez Melman surtout, venait souligner le côté hétérogène du père, qu'il avait déjà travaillé quelques années auparavant, quand il a travaillé, vous vous souvenez, les 2 années du séminaire sur la névrose obsessionnelle, hein, pour Melman, quand il rappelait que pour l'obsessionnel, mais c'est une opération qu'on voit se généraliser aussi, que pour l'obsessionnel, le père n'était pas hétérogène, et qu'au contraire, c'était un grand frère, voilà, qui chauffait le lit avec maman, et qu'après ce sera mon tour. Et que donc cette considération du père comme semblable a des effets aussi dans notre social actuel. Céline le disait, là encore, d'une manière un petit peu différente, mais je pense que ça aboutit aussi à quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà, donc là je le disais, c'est plus une remarque, mais peut-être que tu pourrais éclairer notre lanterne sur ces points, Stéphane. Oui, très brièvement, parce que je voudrais que des questions puissent être posées également dans la salle virtuelle. Mais ta première question concernant l'absence du père, mais l'absence du père, c'est ce qui la rend insupportable. Enfin, la façon dont on a du mal à supporter ce signifiant père, c'est qu'il indique en fait, en tant que purement symbolique, il indique le trou du langage. Il indique le fait que le langage est organisé autour de quelque chose qui fait défaut radicalement. Le père, le signifiant père, n'est que le nom de ce défaut. Alors, ça peut être effectivement insupportable, en tout cas ça semble être le cas toujours, puisque nous plaçons à cet endroit pratiquement toujours un idéal, avec des effets plus ou moins névrotisants ou psychotisants, ou pervers. Voilà, très brièvement, merci pour tes 3 questions. Est-ce que vous auriez dans la salle réelle ou virtuelle, y aurait-il des questions? Valentin? Tu sembles manifester. Ne marche pas? Bien participer quand même. Attends, non, je vais donner le mien parce que l'autre il marche. Il est en vert là. Ah, en bas. Oui, merci beaucoup. C'était extrêmement riche, très pertinent et énormément de questions qu'on pourrait poser. Qu'est-ce que je veux dire? J'étais frappé, bien sûr. Melman le dit lui-même, je vais vous sortir criminogène. J'aurais pas osé le dire ailleurs. Alors il y a un jeu là-dessus. Et ce qui fait qu'on a l'impression que le sexuel, du coup, il est largement recouvert par le criminogène. C'est moi l'impression que j'ai eue. Je veux dire, des années avant, c'était la fusis. Hein, c'était le sexe, je veux dire, c'était le père qui ouvre la jouissance sexuelle. Bon. Alors que même, je veux dire, Dieu sait qu'il a souligné que la jouissance sexuelle, c'est la même que les autres. Bon, le père est criminogène, bien, d'accord. En tout cas, bien sûr qu'on peut. Chose qui dit, elles se soutiennent. Bon, juste une petite question d'abord. J'ai lu ça peut-être un peu vite, mais je me souviens du cas du petit garçon. Ah oui, je l'ai pas. Alors, le cas du petit garçon, donc, pour lequel il fait le diagnostic moderne de TDAH, le petit garçon qui saute partout, il nous le décrit, il dit il n'a pas sa place. Oui. Alors, est-ce que ce père criminogène
c'est lui, ou par lui, ou avec lui, que se fait la place. Oh, difficile de dire que ça soit sans lui, que ça soit sans ce signifiant. Maintenant, et puis c'est une place, je crois qu'il a, quel âge il dit qu'il a, enfin, c'est pas, il a peut-être déjà l'âge du fantasme, quand même, je me souviens plus s'il a 3 ans ou 5 ans. En tout cas, on a l'habitude de penser la place du sujet à partir du fantasme, à partir de la place de l'objet petit a dans l'autre, ce qui n'est quand même pas sans rapport avec le phallus, bien entendu. Et donc là, il y a quelque chose, je crois, qui, en tout cas à partir de quoi, me semble indiquer qu'il y a tout ce versant-là de la place du sujet. Alors il distingue aussi d'une façon qui ne m'a pas semblé qui m'a laissé un peu perplexe, le rapport à l'idéal du moi et de l'idéal du sujet. Bon, ça, je ne sais pas si ça nous amène très... En tout cas, manifestement, il avait l'air embarrassé de parler que de cette distance inaccessible à l'idéal du moi, ce qui, après tout, je veux dire, me paraît quand même assez évident. Hein, et il a introduit l'idéal du sujet. Mais là, j'ai regardé un petit peu vite. Enfin voilà, écoute, quelques questions pour la participation. Pour ces questions. Je ne suis pas sûr qu'elle s'appelle une réponse directe comme ça. Non. Hein. Enfin, on apprécierait quand même un petit bout. Écoute, peut-être que je vais, parce que je vois que Virginia souhaite parler, et peut-être que, comme on n'est pas loin du terme de notre rencontre de ce soir, peut-être que dans la salle virtuelle, il y aura aussi une ou deux questions, et puis j'essaierai de répondre à l'ensemble. Virginia. Merci pour ce travail que vous faites, c'est formidable. Dans ma façon de suivre les travaux qu'on fait sur ces séminaires de mêlement et les séminaires de l'acte, je ne crois pas que ce soit une coïncidence, mais ce qui m'apparaît fondamental dans la clinique, c'est cet accent qu'autant Lacan que Mêlement vont mettre sur la question de la lettre. Tu l'as dit au départ. Je tiens à vous lire une petite phrase des leçons qu'on travaille aujourd'hui. C'est sur l'interprétation. Ce type d'interprétation vient sûrement casser ce qu'il en est d'une référence au sens, comme tu l'as dit, et renvoie à ce qui est la brutalité et la banalité de l'agencement littéral de la chaîne signifiante. Je m'en souviens, à une époque, j'avais lu la proposition d'octobre, ce qu'on dit, la proposition d'octobre, où ce qui me reste comme ça comme passage important, c'est comment Lacan dit que le petit a va venir, je ne sais pas s'il dit certainement pas comme ça, mais ce qui me reste, c'est l'objet petit a vient à la place du père. C'est-à-dire que la problématique du père peut être dépassée si on rentre dans cette banalité et brutalité de l'agencement littéral. Il me semble, pour moi, c'est un thème qui me travaille depuis très longtemps. Pourquoi Lacan va introduire les écrits avec la question de la lettre, qui sont les deux textes qui ne sont pas dans l'ordre chronologique des écrits. C'est-à-dire qu'il y a un choix de Lacan. Et on a tout le travail sur la lettre volée, le Pauline letter, et après il va rentrer dans la chaîne alpha, bêta, gamma d'une grande complication. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi il fait ça? Il me semble, je ne sais pas s'il l'a dit ou si je l'ai lu entre les lignes, que la question de la lettre, la chute de la lettre, ce qui se passe à la fin de l'analyse, la question du sujet supposé savoir qui doit tomber. Dans les séminaires des lacs, le sujet supposé savoir doit être repéré un peu partout pour qu'on puisse trouver cette autre, vous avez dit référence, c'est la question de la cause. Ce qui nous cause, c'est un objet dont il reste encore à définir la nature, alors que Lacan dit l'objet petit a, c'est l'objet dont on n'a pas d'idée. Alors, ce dont on n'a pas d'idée nous détermine une cause.
il y a là des questions, des logiques qui effectivement en vont un petit peu au-delà de la question du sens. Voilà, voilà, c'est ce que je pouvais dire, insister sur l'importance de cette question de la lettre, qui est une question difficile. Voilà. Bien sûr, mais l'inscription par Lacan de l'objet petit a, l'écriture par Lacan de l'objet petit a, rend seul possible l'abord de la clinique en termes littéraux. Alors Freud l'avait quand même remarqué, ça c'est bien sûr, il l'avait remarqué que la clinique devait s'aborder de manière littérale, mais le problème c'est qu'il n'a jamais pu faire autrement que illustrer ce littéral avec du sens. Alors que Lacan permet d'une façon vraiment très étonnante, mais très convaincante aussi, de donner à cette littéralité une texture effective. Et ça permet, il a essayé ça avec la passe, avec un succès mitigé bien sûr, ou même ce qu'il a appelé un échec, mais ça permet de concevoir qu'il puisse y avoir un compte rendu de ce qui fait une fin d'analyse. On peut au moins en penser la possibilité. Mais tu as raison de dire que chez Freud, il y avait déjà quelque chose qui pointait dans cette direction. Oui, il y a des cas très lumineux de ce côté-là, comme Aliquis. Il y a ce cas où il va jouer justement avec reliques, etc. Bien sûr. Et il y a déjà cette intuition, mais il manquait effectivement ce pas opéré par Lacan qui va nous confronter à ce côté énigmatique, le dit Melman aussi dans cette leçon du littéral, qui laisse le patient... Énigmatique, je ne sais pas, ça déplace. Oui. Ça nous déplace. Bon, la clinique de Melman était une clinique de signifiant. Oui. Et il interrompait la séance à un moment donné, on disait, qu'est-ce que j'ai dit? Et les soirs, tout d'un coup, on était saisi par l'effet de la coupure. Oui. Oui. Est-ce que j'ai une minute? Petite séquence clinique. J'ai une patiente que je vois depuis très longtemps. Parfois, on a des patients qui ont un passé particulièrement difficile et douloureux. La chose reste vraiment inachevée, comme dit Melman. Et voilà, cette patiente fait un cancer. Après, elle a la chimio. La chimio, apporte différentes complications. Et elle s'est mise à parler donc de sa maladie. Et c'est un signifiant qui se répète. Cette fois, je ne veux pas donner la réponse, l'interprétation, parce que ça m'arrive parfois de parler des signifiants et après on pige pourquoi. Là, je n'ai pas pu encore souligner ces questions de la lettre. Et c'est ça qui a, pour moi, ce caractère un petit peu amusant. Elle parle de sa maladie. Elle parle de sa maladie. Mais quand elle en parle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « ma maladie ». Et j'entends « ma maladie ». Et j'ai mis très longtemps à détacher de sa maladie ce que sa maman lui a dit. Et alors, maintenant, je reste attentive à chaque fois qu'elle dit « ma maladie », dans quel contexte de la phrase ce signifiant apparaît, en attendant de pouvoir les lui faire entendre. Mais j'ai l'impression qu'elle ne peut pas pour le moment l'entendre. Mais tout d'un coup, moi, je l'ai entendu. Et je ne sais pas encore comment je vais pouvoir lui restituer quelque chose de ces jeux de lettres qui est certainement en train de la déterminer, d'autant plus que ce que disait sa mère avait, je ne veux pas dire davantage, avait une portée justement qui n'était pas banale. Peut-être que... Est-ce qu'il y a des questions dans la salle virtuelle ou une remarque? Puisque nous approchons de l'heure de la fin de notre rencontre aujourd'hui. Non. Il semble pas. Non, et on a dépassé un petit peu déjà. Oui, eh bien écoutez, du coup,
il nous reste à vous dire bonne fin de soirée et à vous donner rendez-vous dans un mois. Oui, c'est le 10 juin, si je ne me trompe pas. Le mardi Oui, 10 juin c'est prochain. ça.